Bien, je m'étais arrêté sur la vidéo précédente en vous disant que les ports français avaient été confrontés depuis plusieurs décennies au sous-investissement de l'État et des collectivités locales, à la complexité administrative qui est propre à la France, à la mauvaise connexion également de nos ports avec ce qu'on appelle l'arrière-pays ou ce qu'on appelle aussi l'hinterland. La France également voit ses ports en concurrence avec les ports d'Europe du Nord, notamment Anvers et Rotterdam, et les ports d'Europe du Sud comme Barcelone, Gênes ou Valence. Et bon, cependant, ils vont tenter d'attirer plus de navires en améliorant ce qu'on appelle les dessertes fluviales et ferroviaires, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que nos ports soient reliés par l'intermédiaire des fleuves, comme par exemple Le Havre à Paris avec la Seine. Donc améliorer les dessertes fluviales, ferroviaires, et tout en accélérant la gestion des flux avec un système d'information portuaire unique qui s'appelle le Smart Port, ce qui veut dire les ports intelligents, si vous voulez. Donc, ce sont des ports qui utilisent des technologies numériques pour mieux gérer justement ces flux et relier les différents acteurs entre eux. Donc, les ports français tentent de s'améliorer, d'être plus concurrentiels, même si on peut noter quand même un important recul au niveau européen et au niveau mondial. Alors, en grand C, des enjeux maritimes à venir. Donc là, maintenant, on va tenter, après avoir fait un constat de l'état des lieux de la puissance maritime française et notamment de sa puissance commerciale par le biais de ses ports, on va voir quels sont les enjeux à venir pour l'avenir. Donc, la France est consciente du potentiel de développement qu'offre la mer et de la possibilité d'accroître la sécurité et l'indépendance énergétique du pays par le biais de l'exploitation justement de ces espaces maritimes. Donc la France va chercher à développer ce qu'on appelle l'économie maritime ou l'économie bleue. Bleu qui a un rapport évidemment avec la mer, c'est donc l'ensemble des activités économiques qui sont liées aux mers, aux océans et aux côtes du secteur primaire, donc par exemple la pêche, l'aquaculture, du secteur secondaire, donc tout ce qui est agroalimentaire, construction navale, production énergétique, et du secteur tertiaire avec la commercialisation des produits de la mer, le transport par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie bleue, donc l'économie en lien avec la mer. Donc la France dispose d'importants atouts en termes de ce qu'on appelle la croissance bleue. Donc c'est une croissance qui va être durable et qui doit être issue des secteurs marins et maritimes. On l'appelle la croissance bleue. Donc notre patrimoine maritime représente un atout déjà géopolitique, on l'a déjà vu, et économique majeur, avec donc notamment les ressources halieutiques, la présence de gisements pétroliers offshore, des terres rares, ces minerais qui sont si précieux, utilisés notamment dans vos smartphones, la présence de champs d'algues, l'aquaculture, ces différents éléments qui sont illustrés par les diapos, ici, vous avez la présence donc de ressources minérales connues mais non exploitées, donc les terres rares, par exemple au large de Clipperton ou en Nouvelle-Calédonie. Vous avez donc les ressources halieutiques, avec la capture de poissons en mer et en tonnes. Donc ça vous permet de voir que la plupart de nos captures, évidemment, proviennent des environs de la France métropolitaine, mais on va capturer du poisson jusque dans les terres australes et antarctiques. Vous avez la présence encore de ressources potentielles à exploiter. Donc, on a un important réservoir de ressources. Ensuite, vous avez les ressources de type renouvelable, avec des parcs éoliens qui sont en construction ou en perspective avec les années qui sont indiquées. Vous voyez, Dunkerque 2023, Courcelles 2028, Fécamp 2028, le Tréport 2023. Euh, Vous avez la volonté d'exploiter d'autres énergies maritimes renouvelables, comme des centrales électriques utilisant l'énergie des marées, comme par exemple l'Arance, qui est déjà en exploitation depuis les années 60, des hydroliennes utilisant l'énergie des courants maritimes au large de la Bretagne, des plateformes utilisant l'énergie des vagues, donc ça, ce sont des techniques à l'essai, comme à Wavegen ici. Vous avez des fermes hydroliennes, donc là, par contre, au large du raz de Blanchard, on vous dit que ce projet est à l'arrêt. Donc, en tout cas, il y a une volonté affichée de développer les énergies maritimes, marines plutôt renouvelables.
Alors la France, elle mise sur plusieurs filières émergentes et fait partie notamment des nations pionnières en ce qu'on appelle la biotechnologie marine ou biotechnologie bleue, c'est-à-dire les techniques qui visent à l'exploitation industrielle d'êtres vivants, tels que les micro-organismes ou les cellules animales et végétales d'origine marine. Exemple, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des cosmétiques, donc les produits de beauté, dans le domaine pharmaceutique, eh bien, la France est le premier producteur européen concernant les biotechnologies marines. En termes de biochimie marine aussi, vous avez certains sucres alimentaires, certains gélifiants, je vous en avais parlé, certains médicaments qui vont être issus donc de produits qui viennent de la mer. Euh, tic, 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 tic. Voilà, vous avez l'exemple ici d'Algopac, hein, donc, qui mise sur les biotechnologies marines. Ça serait une façon de produire différemment du plastique. Ça serait un plastique en quelque sorte d'origine marine, hein, puisque l'Algopac est originaire à 100% d'algues. Donc évidemment, des produits qui sont dégradables et renouvelables. Et l'AlgoBlend serait composé de 50% de plastique et 50% d'algues. Donc ces deux matériaux, comme vous le dit l'article, permettent à l'entreprise de décliner plusieurs gammes de produits qui sont notamment biodégradables une fois enterrés, donc apporter aussi une valeur nutritive euh, aux plantes. On peut développer certaines technologies à partir, par exemple, d'algues et des technologies en plus qui sont durables puisqu'elles sont recyclables. Donc, comme le montre également cette carte, hein, la France dispose d'un immense potentiel d'énergie marine renouvelable, donc ce qu'on appelle les EMR, hein, vous avez l'acronyme ici. Donc, l'éolien offshore, les énergies hydroliennes, les énergies hydroliennes qui viennent de la houle, donc le mouvement des vagues, qui viennent des marées, hein, notamment, bon, je vous ai dit tout à l'heure, l'usine marémotrice de Rance a été ouverte en 1966. La France était alors pionnière. Donc ces énergies marines renouvelables sont indispensables pour essayer d'atteindre l'objectif des 40% d'énergie renouvelable en 2030, alors qu'à l'heure actuelle, on est à 0,1% d'énergie renouvelable. Et à l'heure actuelle, on n'a aucun parc éolien marin en France, alors qu'il y en a 69 en Europe, et notamment beaucoup dans les Pays-Bas, notre voisin du Nord. Donc, pour l'instant, ces ressources sont difficilement quantifiables, hein, et exploitables, car déjà les délais sont très longs, pardon, pour la mise en place des dispositifs d'exploitation, car les investissements sont très lourds et la volonté politique, encore une fois, est assez inconstante. Il y a des conflits d'usage aussi qui sont fréquents. Par exemple, dans le domaine de l'éolien, vous avez ici l'illustration, hein, d'une campagne, hein, qui est contre justement l'installation des éoliennes, hein, éoliennes qui sont dessinées ici, où on va indiquer les différentes conséquences pour la faune et la flore, donc les risques de collision avec les pales des éoliennes. À l'heure actuelle, il y a 300 bateaux de pêche artisanale en baie de Saint-Brieuc, donc ce champ d'éoliennes qui devrait être installé risque de perturber donc cette pêche artisanale. Donc on vous indique perte de zones de pêche côtière, ça risque de détruire la ressource parce que sous la mer, ça provoque des vibrations par le biais de l'aluminium, ça risque de provoquer également une turbidité de l'eau, c'est-à-dire que l'eau risque de devenir plus trouble, donc il risque d'y avoir une perte d'habitat pour les poissons, une désorientation, notamment on peut penser aux dauphins qui se dirigent avec des sonars, donc un affaiblissement de la ressource. Comme il y a des champs électromagnétiques, ça risquerait de détruire également les fonds marins, donc provoquer en gros de lourdes conséquences environnementales, donc ce qui explique qu'il y a beaucoup d'affrontements autour de ces énergies marines renouvelables. Et donc ce tableau, hein, illustre l'éolien offshore en Europe en 2019. Vous voyez que nous sommes très largement en Europe, on est très largement en retard en Europe, pardon. À l'heure actuelle, il y a 105 parcs éoliens en Europe et la France en a zéro. Nous sommes évidemment, si on compare par rapport au Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, nous sommes évidemment très en retard.
Donc pourquoi un tel retard, hein? Elle explique ce document. Eh bien, pour toutes les raisons que je vous ai citées, hein, alors que nous donnons une forte légitimité à la transition énergétique et qu'on est tous conscients qu'il faut changer, de manière de consommer l'énergie et de manière, et l'origine de l'énergie, eh bien, il y a plein de résistances, en France qui, s'opposent justement, à l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Donc, comme je vous disais, les délais sont très longs pour la mise en œuvre de dispositifs d'exploitation. Déjà, les investissements sont très lourds. La volonté politique est inconstante en France, c'est-à-dire que en fonction du changement politique, eh bien, le projet va être abandonné, puis va être relancé, puis nouveau abandonné, mis de côté parce que c'était l'équipe opposée d'un point de vue politique qui avait lancé le projet. Donc, une volonté politique inconstante, des conflits d'usage fréquents, euh, et donc bah, des projets qui sont mis un peu de côté. Donc la France développe des plans d'action, de prévention, de surveillance pour répondre aux enjeux maritimes, hein. La France va essayer d'agir contre les effets du changement climatique, par exemple, va essayer d'agir contre les effets de la pollution, de la surpêche, ben, notamment donc en conciliant protection de la nature et développement durable d'activités. Donc cette protection se concentre surtout dans les territoires ultramarins, on en a déjà parlé précisément, c'est justement la sanctuarisation, entre guillemets, d'espaces maritimes par le biais des parcs naturels marins, par le biais des réserves, des aires marines protégées, hein. Vous savez il y en a plus de 500 concernant la France, hein, et un quart de notre ZEE et en aire marine protégée. La plupart sont dans les territoires ultramarins, notamment en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, mais on en trouve également au large de la Bretagne ou bien tout autour de la Corse. La France est le quatrième pays au monde par l'étendue de ses récifs coralliens. C'est aussi l'un des fondateurs de l'ICRI, ce qui veut dire International Coral Reef Initiative, donc une organisation internationale qui vise à protéger les récifs coralliens. La France fait partie de ces organisations dans le but de ralentir la dégradation de ces très riches écosystèmes que sont les barrières de coraux. Donc la France plaide aussi pour la mise en œuvre d'une gouvernance mondiale, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'union des pays dans le monde pour gérer ces problèmes, que ces problèmes qui concernent finalement tout le monde soient gérés à l'échelle mondiale et pas que chaque pays gère son petit problème dans son coin. Donc la France défend l'idée d'une gouvernance mondiale des océans et va participer à plusieurs conventions internationales qui visent à protéger la biodiversité et les ressources des espaces marins. Cet enjeu environnemental permet également à la France donc d'affirmer sa présence sur les océans, hein. Elle va participer à des programmes scientifiques, la France, euh, qui étudie notamment les effets du changement climatique et la préservation de la biodiversité marine, hein. Donc aujourd'hui, c'est par exemple la fondation Tara Océan. Hier, c'était la fondation Cousteau, ce qui va permettre donc de médiatiser ces combats. Alors vous avez ici sur cette carte, hein, différents problèmes, hein, de pollution qui touchent les océans. On en a déjà parlé, hein, les continents de plastique qui sont indiqués ici, qu'on trouve à peu près dans tous les océans. L'acidification des océans qui provoque la disparition progressive des coraux. Et du coup, eh bien, en réaction, la création donc d'aires marines protégées, notamment donc dans Polynésie française par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie. Alors pour appuyer les programmes scientifiques français, hein, vous pouvez avoir l'utilisation de patrouilleurs comme l'Astrolabe, hein, qui vont participer à la préservation par exemple de l'Antarctique et apporter un soutien logistique aux bases scientifiques françaises durant l'été austral, notamment en Terre Adélie. On voit que cet astrolabe dépend de l'Institut polaire. Donc la France est également en pointe de la recherche
océanographiques. Rappelez-vous, on a vu que parmi les plus grandes universités mondiales dans ce domaine de l'océanographie, il y en avait 4 qui étaient françaises. Par exemple, vous avez l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, avec le Nautile, par exemple, qui est un des rares sous-marins capables de plonger au-delà des 6000 mètres. La France utilise également l'argument écologique pour renforcer sa souveraineté dans les îles revendiquées par d'autres États, comme par exemple les îles Éparses et Clipperton.